Merci à tous d'être venus. Donc moi je suis Belid Bouemad, je suis professeur au CHU de Dijon. Je suis donc anesthésiste et je suis avec le docteur Alain Charbonneau. Et donc on va vous présenter les résultats de la RFE ou des recommandations pour la pratique professionnelle sur l'épanchement pleural liquidien de l'adulte en soins critiques. En sachant que on s'est limité l'épanchement pleural simple, c'est-à-dire l'épanchement pleural non infectieux, non néoplasique, non cloisonné, c'est vraiment l'épanchement liquidien simple qu'on observe le plus souvent en réanimation et notamment en réanimation chirurgicale. Donc, la problématique, c'est que le drainage pleural est une intervention très fréquente, c'est même la troisième des interventions la plus fréquente en unité de soins intensifs, et que 41% des patients, quand ils sont admis en réanimation, vont présenter un épanchement pleural. Alors, évidemment, à chaque épanchement pleural, on se pose la question de l'utilité du drainage, qu'on met en opposition au risque de complications. Donc, il y a la balance bénéfice-risque. Et puis, donc, ce qui a fait motiver donc, ces nouvelles recommandations, c'est que d'une part sont apparues de nouvelles techniques de diagnostic, et je pense à l'échographie pulmonaire, et puis que d'autre part, de nouvelles techniques de guide de drainage sont apparues aussi, et notamment avec les drains par Seldinger. De l'autre côté, la littérature a commencé à devenir abondante. La société anglaise et je crois que peut-être aussi une société américaine ont commencé à présenter des recommandations et on s'était dit que c'était le temps pour notre société à nous de faire aussi le point sur la question. Alors, du coup, ces recommandations donc, de pratique professionnelle, on reviendra dessus sur le terme, ont été coordonnées côté SFAR par le professeur Belid Bouemad. Et donc j'ai pu avoir la chance de coordonner avec Mathieu Jabaudon en tant que membre du comité des référentiels cliniques l'organisation de ces recommandations. Ces recommandations ont été élaborées avec l'aide de 15 experts qui ont déclaré leur conflit d'intérêt. Donc, dans le cadre de ces recommandations, peu de conflits d'intérêt. Les sociétés qui ont été partenaires sur ces recommandations sont bien sûr la SFAR, mais les sociétés partenaires, c'est la SFCTCV, Société de chirurgie cardiaque et thoracique, la SFMU et la Société de pneumologie. Vous y découvrirez 4 champs. Un champ qui s'intéresse au diagnostic, à la fois positif et étiologique. Un deuxième champ qui s'intéresse aux procédures de drainage. Comment faut-il drainer, avec quel drain, selon quelle technique, avec quelle voie d'abord. Comment se fait la surveillance sur le troisième champ et dépister les complications. Et enfin, dans quelles indications, à quel moment on retire le drain. Ces recommandations ne sont pas des recommandations formalisées d'experts, mais des recommandations pour des pratiques professionnelles. Le terme est important puisqu'en fait, peu d'études existent, en tout cas avec un haut niveau de preuve concernant cette thématique, donc spécifique aux patients adultes de soins critiques. Et donc, les recommandations, la force que l'on peut mettre dans ces recommandations reste faible. Et ce sont des recommandations qui sont formulées sous la forme d'avis d'experts. Et toutes ces recommandations sont donc rédigées selon le terme « les experts suggèrent de faire » ou « les experts suggèrent de ne pas faire ». Et donc, nous allons vous présenter ces recommandations sous la forme de cas cliniques. Alors, juste avant, tiens, Eulaïde, je vous invite à scanner avec le QR code puisqu'on a fait un petit cas clinique interactif. Donc, c'est avec grand plaisir que nous aurons la possibilité de vous faire voter. Ah pardon, excusez-moi, je vous le laisse un tout petit peu plus longtemps. Sinon, il y a l'application Slido. Est-ce que ça marche? Pas de réponse, bonne réponse. C'est good? On est bon. Alors c'est parti. Je pensais que c'était toi qui avais des questions. Allez. Alors, il s'agit de Monsieur B, 55 ans, alors c'est pas moi, parce que je ne suis pas hypertendu, ni obèse, et que je n'ai pas de cardiomyopathie ischémique stentée en mai 2003. Le patient prend du Bizos, de la torvastatine, du duoplavin, du ramipril. C'est un chômeur marié, 2 enfants, avec un tabagisme actif et un peu porté sur l'alcool. Donc c'est un patient qui est opéré d'une lobectomie inférieure gauche pour un adénocard pulmonaire et il fait en post-opératoire une pneumopathie précoce, J2 post-op, qui nécessite
la mise sous Optiflow. Et puis au cours de cet épisode, il va passer en ACFA, nécessiter une anticoagulation par HBPM, et les drains ont été retirés à J2, et l'évolution, on va dire, est initiale favorable. Voilà. Lorsque vous le voyez, donc il est orienté, il est stable sur le plan hémodynamique, toujours tachycarde avec son ACFA. Sous Optiflow, il a une SAT qui est correcte, on va dire acceptable à 93. Il a des petits signes de détresse respiratoire, juste la tachypnée. Et puis, donc, vous soupçonnez à l'auscultation une diminution vous avez une diminution du murmure vésiculaire en basse gauche, et donc vous soupçonnez un épanchement pleural parce que vous avez une matité à la percussion. Donc, quel premier examen d'imagerie réalisez-vous? Réponse numéro 1, radio de thorax. Réponse numéro 2, échographie pleuro-pulmonaire. Ah mince, attendez. Non. Attends, liste. Elle Voilà. est bonne. On vous laisse voter tranquillement. 25, 26, 29. Allez, ça reste stable. On clôture. La réponse était donc une échographie pleuropulmonaire. Donc la majorité, pardon, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Je ne maîtrise pas complètement l'application. La majorité disait échographie pleuropulmonaire. Alors effectivement, les experts suggèrent de réaliser une échographie une échographie pulmonaire plutôt qu'une radiographie thoracique pour poser le diagnostic. Alors, la littérature, ce qu'elle dit, c'est, je vous ai sorti essentiellement les deux dernières études et les plus importantes, en nombre en tout cas de malades, c'est qu'en comparaison avec le scanner thoracique, l'échographie faisait beaucoup mieux que la radio thoracique en termes de sensibilité, avec une sensibilité qui était proche des 100, qui était la double sensibilité de la radio qui plafonnait à moins de 50%, et en spécificité. Et donc ça, c'est deux études là qui sont citées. Donc on retrouve toujours ces performances plus importantes de l'échographie en termes de sensibilité et de spécificité, et dans la décompensation cardiaque, et dans la détresse respiratoire aiguë. Alors, juste une image pour vous rappeler que l'épanchement pleural, en fait, il est très facile à détecter à l'échographie pulmonaire, puisqu'il suffit qu'il y ait plus d'air pour que les ultrasons soient conduits, qu'ils aillent en profondeur. Et donc, dès qu'il y a une petite goutte d'épanchement pleural, on le voit à l'échographie pulmonaire. Par exemple, là, ça, c'est une coupe transversale, petit axe. Le dos du malade est ici. Vous avez ici sa côte, la vertèbre, l'aorte, et vous voyez, là, vous avez de l'épanchement pleural typique auquel ces recommandations se sont intéressées. Puisque vous voyez, il n'est pas cloisonné, il est noir, libre, déclive. Déclive, ça veut dire qu'il bouge avec la gravité. Noir, ça veut dire qu'il est complètement anéchoïque, qu'il n'est pas inflammatoire, qu'il n'est pas cloisonné, qu'il n'y a pas de lobulation, qu'il n'y a rien à l'intérieur. Et transsonore, c'est justement ça, c'est que c'est une fenêtre acoustique qui conduit les ultrasons et qui permet d'aller voir la limite pleurale. Vous voyez ici, c'est une toute petite atélectasie, une petite consolidation au regard de l'épanchement pleural. Et puis on voit là du poumon qui est aéré avec ses lignes B. Alors, sur quels critères décidez-vous de ponctionner ou de drainer ce patient? Réponse numéro 1, l'abondance de l'épanchement pleural. Réponse numéro 2, on est dans un contexte infectieux possible et la possibilité donc de réaliser des prélèvements à la fois biochimiques et bactériologiques. Réponse numéro 3, la mauvaise tolérance clinique. Vous allez donc pouvoir voter. Je sais pas si je l'ai laissé en ouvert. C'est QCM et choix multiples, bien entendu. Oui, on a mis critères et CANES. C'est comme à la question d'internat. Ça se stabilise autour de 37 participants. Allez. Alors, c'est moi qui clôture, pardon. Oui. La réponse était donc sur les 3 critères. Alors,
Là, pareil, hein, je lis pour vous, les experts suggèrent de ne pas utiliser uniquement des critères quantitatifs basés sur l'imagerie pour poser l'indication d'une ponction ou d'un drainage. Et puis, évidemment, les experts suggèrent de réaliser des analyses biochimiques, cytologiques et bactériologiques du liquide pleural lors de la première ponction, puis à chaque fois que la cause de l'épanchement pleural pourrait avoir changé. Et évidemment, tout ça pour établir un diagnostic étiologique et optimiser la prise en charge thérapeutique du patient. Alors, là aussi, c'est deuxième recommandation, c'est que les experts suggèrent d'utiliser un ensemble d'arguments basés notamment sur les éléments ci-dessous, c'est-à-dire le volume de l'épanchement, le délai précoce d'apparition de l'épanchement ainsi que la rapidité de son installation, la tolérance respiratoire avec notamment chez les patients ventilés, une baisse de la compliance thoraco-pulmonaire attribuable à l'épanchement. En fait, la littérature, elle n'est pas de bonne qualité. Il y a beaucoup d'études avec un petit nombre de patients, ça va rarement au-delà des 200, de qualité, on va dire, intermédiaire. Et si vous voulez, les études ne permettent pas d'identifier clairement de critères cliniques ou radiologiques permettant de poser l'indication d'une ponction ou d'un drainage, notamment l'amélioration du rapport PF et les critères du jugement clinique. Les deux bonnes études qu'on retrouve, c'est ces deux études, c'est qu'il y a une étude prospective observationnelle multicentrique qui inclut 226 patients et qui montre que le drainage augmentait le rapport PAE2 de 30%, et c'est la seule, initiale, quand c'est fait donc initialement. Et puis il y a et à l'inverse, il y a une étude française sur 3 réanimations, presque 200 patients, qui montre que la présence d'un épanchement modéré ou important ne modifiait pas la probabilité de sevrage. C'est-à-dire qu'on draine le malade ou pas, on n'accélérait pas ou on ne diminuait pas la durée de ventilation mécanique. Alors, vous avez décidé d'intervenir. Est-ce qu'il faut que vous ponctionnez ou est-ce qu'il faut que vous drainiez cet épanchement pleural? C'est à vous. Dans la majorité des cas, vous dites qu'il faut drainer. Alors, je ne suis pas étonné, parce que c'était la discussion. Alors, ces recommandations, elles ont inclus des anesthésistes réanimateurs, mais aussi des urgentistes et des pneumologues. Et c'est vrai que les anesthésistes étaient, en général, majoritairement pour drainer, mettre carrément, donc, mettre en place un drain. Et les urgentistes, les pneumologues nous ont un petit peu ralenti là-dessus. Et c'est vrai que quand on regarde la littérature, il n'y a pas d'argument pour drainer ou pour mettre un drain. Enfin, drainer ou ponctionner. Vous voyez, moi-même, je n'arrive pas à dire ponctionner. Donc c'est bien une absence de recommandation, parce qu'on ne peut pas trancher sur soit l'un ou l'autre. Et l'information est importante. Les experts se sont posé la question, est-ce qu'il faut plutôt drainer ou ponctionner? Et la réponse est, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, vous vous souvenez que M. B, il est sous anticoagulant, parce qu'il est sous HBPM pour une EFA post-opératoire. Donc, est-ce que vous allez pouvoir réaliser le drainage comme prévu? Oui, sans problème, parce que dans tous les cas, de toute façon, on n'arrête pas les antithrombotiques pour le drainage, donc pas de problème. Réponse numéro 2, non, parce que sous anticoagulant curatif, ce n'est pas possible. Alors, c'est à vous de jouer. On va arriver à une trentaine de réponses. Et la réponse, majoritairement, non, car il est sous anticoagulation curative. Bonne réponse. C'est à vous. Donc, rien. Alors, les experts suggèrent de ne pas arrêter les antithrombotiques avant de réaliser une ponction pleurale, considérée comme une procédure invasive à faible risque hémorragique pour diminuer la morbimortalité. En revanche, les experts suggèrent de suspendre les anticoagulants et les antiplaquettaires type anti-P2Y avant la réalisation d'un drainage pleural considéré comme une procédure invasive à haut risque hémorragique pour diminuer la morbimortalité. L'aspirine peut être poursuivie. Donc,
pour vous rappeler donc le fameux tableau qui s'applique quasiment tous les jours. Gestion des anticoagulants en dehors de l'urgence. Donc AVK 5 jours, délai d'arrêt nécessaire avant drainage sans surrisque hémorragique. Dabigatran 4 jours, apixaban 3 jours, HNF IVS 6 heures, sous-cute curatif 12 heures et les HBPM, pour ce patient, c'est 24 heures. Voilà. Et vous avez évidemment à droite la liste des agents de réversion que je ne vous rappelle pas. Alors, lorsque la procédure du drainage pleural est une urgence, ne permettant pas un arrêt des anticoagulants suffisamment long pour effectuer les gestes en toute sécurité, les experts suggèrent de discuter au cas par cas la réversion de l'effet anticoagulant avant le drainage pour diminuer la mortalité. C'est comme toujours, comme au bloc opératoire, comme pour n'importe quelle intervention chirurgicale, c'est l'évaluation bénéfice-risque et qui doit inclure évidemment la classe de l'anticoagulant, le niveau de l'anticoagulant, la technique de drainage utilisée. C'est sûr qu'un gros drain ou un drainage percutané par technique de Seldinger, ce n'est pas pareil. Et puis le niveau d'expertise de l'opérateur, tout ça donc à mettre en balance avec les bénéfices donc peut-être potentiels du drainage. Donc vous décidez de réaliser le drainage du coup le lendemain et compte tenu de son état respiratoire. Quelle technique utilisez-vous en première intention? Un drainage percutané par technique de Seldinger, un drainage chirurgical, ou de toute façon, peu importe, les deux techniques sont possibles et équivalentes. C'est à vous. Ah, c'est pas la bonne. Ah mince, pourquoi c'est pas la bonne? Tiens. Alors, celle d'avant. Je ne suis pas complètement au point. Voilà, c'est celle-là. On y est. Eh bien, vous privilégiez donc la technique par technique de Seldinger. Alors, on est tous pour la technique la moins invasive possible. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas d'argument en termes de mortalité pour utiliser la technique de Seldinger. Donc, c'est ce que disent les experts. On ne peut pas privilégier le drainage percutané par la technique de Seldinger par rapport à un drainage par une technique chirurgicale pour diminuer la mortalité. En revanche, on diminue la douleur. Les experts suggèrent de privilégier le drainage percutané par la technique de Seldinger par rapport à un drainage pour diminuer la douleur. Vous décidez donc de drainer par la technique de Seldinger et là, vous vous posez la question de quelle taille de drain vous allez choisir et quelle voie d'abord vous privilégiez. C'est... Plusieurs choix, donc du coup, sont possibles. Alors, on va clôturer. Il y a encore quelques-uns. Alors, les réponses sont... Alors, drain de petit diamètre, inférieur à 20 French. Ponction éco-guidée au niveau du triangle de sécurité, car j'ai peu l'habitude de réaliser ce geste. Ponction éco-guidée où le volume de l'épanchement est maximal pour optimiser mon drainage. Ça, c'est quand j'ai l'habitude et que j'ai mon appareil d'échographie. Alors, je vais juste vous raconter, je vais faire un petit aparté. Alors, 20 French, alors, on apprend toujours des choses quand on va chercher les trucs. 20 French, alors French, d'où ça vient? Eh bien, il y avait un Suisse qui était installé à Paris et qui était spécialisé dans le matériel médical dans les années 1800 et qui s'appelait Charrière. C'est pour ça que des fois, vous verrez 20 Charrière ou French. Et en fait, le Charrière, c'est l'unité qui naît de son nom et qui représente 1/3 de millimètre. Donc, vous divisez 20 par 3 et vous avez le diamètre interne en millimètres. Et en fait, ce Charrière, quand la médecine est devenue, on va dire, mondiale, européenne, les Anglais avaient du mal à le prononcer. Et c'est donc devenu French gauche. Et French gauche est devenu French. Voilà. C'était le petit quart d'heure, la petite minute d'histoire. Alors, devant l'absence de différence d'efficacité et de sécurité, les experts suggèrent de privilégier un drain thoracique de petit calibre pour diminuer la douleur. Exactement, il faut prendre le drain le plus petit pour diminuer la douleur. Une échographie pulmonaire suggère de réaliser une échographie pulmonaire
au mieux éco-repérage, au mieux éco-guidage, pour améliorer la qualité et la sécurité du drainage pleural. Quelle que soit la voie d'abord, les experts suggèrent que la ponction et l'insertion du drain suivent le bord supérieur de la côte pour minimiser le risque de lésions vasculaires et nerveuses intercostales, pour ne pas attraper le paquet intercostal. Et les experts suggèrent que lorsque les données de l'échographie laissent le choix à plusieurs sites d'insertion pour le drain, le triangle dit de sécurité soit le site d'insertion à privilégier pour diminuer la morbidité liée à la pose. Ça, je pense que c'est vraiment sur l'insistance de nos amis chirurgiens thoraciques. Les experts suggèrent que le drainage pleural soit réalisé par des personnes expérimentées lorsque les données de l'échographie ne retiennent pas le triangle de sécurité comme site possible d'insertion du drain pour diminuer la morbidité liée à la pose. Donc vous avez réalisé la pose du drain avec succès, mais votre patient est douloureux. Qu'est-ce que vous allez pouvoir lui proposer? Prescription d'un traitement antalgique, application locale de froid et ou infiltration d'anesthésique locale. Vous laissez le drain en déclive sans mise en aspiration. C'est parti. Allez, super. Vous aviez plusieurs possibilités. Vas-y, je clôture. On peut tout faire. Sans surprise, les experts suggèrent de réaliser une analgésie multimodale associée à une infiltration d'anesthésie locale et ou application locale de froid afin de diminuer la douleur lors du retrait du drain. Les experts ne suggèrent pas de mettre le drain systématiquement en aspiration pour diminuer le risque de survenue de pneumothorax ou accélérer l'évacuation de l'épanchement. C'est-à-dire que dans la littérature, il n'y a pas d'argument pour dire il faut mettre les drains en aspiration. Le drainage a été un succès, votre patient s'est amélioré, vous décidez donc de retirer ce drain et sur quels critères allez-vous vous baser pour prendre cette décision? Petit 1, la radio de thorax ne montre pas d'épanchement résiduel. Petit 2, le drain permet d'évacuer moins de 300 ml par jour. Petit 3, l'échographie pleuropulmonaire montre une vidange correcte de la cavité pleurale. Et donc, c'est à vous. Plusieurs possibilités. Allez, on arrive à 37. Pas mal. 39. 40. Alors, la réponse est... La réponse est... Voilà. Le drain permet d'évacuer, lorsque le drain permet d'évacuer moins de 300 ml, et si l'échographie montre qu'il y a une disparition totale de l'épanchement. Alors, lorsque une imagerie est jugée nécessaire, les experts suggèrent de privilégier l'échographie à la radio pour évaluer la vidange pleurale et confirmer l'indication de l'ablation d'un drain. Les experts suggèrent de ne pas retirer un drain évacuant plus de 450 ml par jour, c'est donc la limite haute, pour ne pas augmenter la morbidité. Et les experts suggèrent de retirer un drain évacuant moins de 300 ml par jour pour diminuer la durée du drainage thoracique, c'est la limite basse. C'est moi qui conclue? Je conclue. Alors, en fait, ces recommandations pour la pratique, qu'est-ce qu'elles disent? Donc, elles disent que que les épanchements pleurins liquidiens non compliqués, c'est-à-dire que ce n'est pas des pleurésies purulentes, ce n'est pas des hémothorax, ce n'est pas des épanchements inflammatoires et néoplasiques, elles disent qu'on peut faire le diagnostic avec l'écho, qu'il faut s'aider de l'écho pour poser en sûreté son drain et pour décider de son retrait. Elle dit aussi qu'elle est plutôt en faveur des techniques de Seldinger avec des drains de petit calibre, donc inférieurs à 20 French. Et elle dit aussi que vraiment, si on ne veut pas prendre de risques, il faut quand même se cantonner au triangle de sécurité, notamment si on n'est pas un opérateur expérimenté et qu'on n'a pas une grande maîtrise de l'échographie. Voilà. Je vous remercie de votre attention.